Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre, votre émission politique. Nous allons parler aujourd'hui du projet de loi travail et surtout de l'opposition qu'il suscite. Un projet que beaucoup souhaitent voir enterré. La très grande majorité des syndicats pour commencer et le feront savoir demain, jour de 1er mai, lors de leur défilé. Et traditionnel défilé pour la fête du travail. On restera donc dans le thème. Une autre opposition inédite tient aussi fermement à faire un enterrement de première classe à ce projet. Il s'agit de la Nuit debout. Ce mouvement est né en réaction précisément à ce texte. Un rassemblement qui se verrait bien comme une déclinaison française du Syriza grec ou du Podemos espagnol, ce qu'il n'est pas encore. En revanche, il interroge sur la question du renouveau en politique. Pour discuter de tout ça, autour de la table ce samedi, un participant, une participante pour commencer à la Nuit debout vous appellera Georges pour l'instant, peut-être en référence à Georges Guingouin, le résistant du Limousin. Alors, on laisse toute interprétation. Donc vous avez souhaité... Il y a aussi Georges Sand, si vous voulez. Vous avez souhaité partager la parole à Nuit debout, donc vous interviendrez dans la première partie et puis une autre personne, un autre participant, un homme cette fois-ci, viendra vous remplacer dans la seconde partie de cette émission. À côté de vous, Sylvain Roch, vous êtes secrétaire de l'Union locale CGT à Tulle. On imagine que vous serez demain dans les défilés ? Bien sûr, évidemment. En face de vous, et en face n'est pas seulement symbolique puisque ce sont deux hommes politiques, bonjour messieurs, ce sont eux qui font les lois contre lesquelles vous ferraillez en ce moment. Étienne Lejeune, vous êtes élu à la Souterraine, adjoint, vous êtes également élu départemental en Creuse, vous êtes aussi le patron des socialistes en Creuse. Guillaume Guérin, vous êtes premier adjoint à la mairie de Limoges, vous êtes élu au conseil régional, le tout nouveau conseil régional, et vous êtes le patron de Les Républicains ici en Haute-Vienne. Bonjour Christophe Baudin. Je m'adresse d'abord à vous, Guillaume Guérin. Réformer le travail, le code du travail, c'est une demande de longue date de la droite, du patronat. Il faut le faire. Je crois que c'est une demande de la droite, mais on l'a vu, une demande aussi du Parti socialiste. C'est une absolue nécessité de réformer ce code du travail en France, à l'heure où la compétition internationale est de plus en plus féroce à l'égard non seulement de notre continent européen, mais aussi à l'égard de ce pays. Et donc, par conséquent, je suis ravi de voir que les socialistes ont enfin pris conscience, d'ailleurs très éloigné du discours du Bourget et du président Hollande, de réformer ce code du travail. Et en toute objectivité, mais je crois qu'on aura le temps d'en parler, même si on ne sera sans doute pas d'accord, ce texte initial de la loi El Khomri allait, à notre sens, plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire le texte initial, c'est flexibiliser pour créer de l'emploi ? Le texte initial, flexibilité et tout ce qui va avec, mais ce texte-là, il est mort. Pour notre part, la loi El Khomri n'existe plus, mais on aura l'occasion d'en reparler. Étienne Lejeune, on le voit, Guillaume Guérin est partisan du texte initial. C'est une réforme qu'aurait pu porter la droite. Est-ce que c'est à la gauche de faire ce genre de réforme ? Justement, moi, je crois que le mot de départ, c'est réformer. Quand on réforme, pourquoi faire ? Moi, on m'a toujours appris que quand on réformait le droit du travail et qu'on était socialiste, c'était pour accorder des droits nouveaux aux salariés. Dans cette loi, il y en a des droits nouveaux. Il y en a aussi pour les jeunes, les garanties jeunes, qui sont des avancées. Mais il y a aussi des points de blocage. Moi, j'avais des points de blocage sur la première mouture, que je ne partage pas du tout avec Guillaume Guérin, ce n'est pas une surprise. Notamment sur le plafonnement des indemnités au prud'homme ou la gestion unilatérale du temps de travail. Voilà, mais là, vous entrez déjà dans la technique. Mais oui, sur le principe même de faire une réforme, de vouloir flexibiliser le code du travail, ça fait pas réforme de gauche, finalement. Non, alors, il faut justement, je crois, c'est un problème de méthode. Il faut se poser la question. Méthode. Oui, non, c'est le débat, enfin le départ, c'est un problème de méthode. Avant d'organiser et de lancer une loi, une réforme aussi importante sur le contrat de travail, il faut ouvrir une conférence sociale en France en faisant participer tous les acteurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à savoir s'il faut flexibiliser, dans quelle mesure il faut flexibiliser et comment, si on flexibilise, surtout on garantit des droits aux salariés. Donc il aurait fallu aller discuter par exemple avec les militants de Nuit debout qui eux discutent de cette réforme. Qu'est-ce qui se dit de cette réforme ? C'était juste un problème de méthode ? Alors déjà je voulais dire que nous on aurait aimé être 10 ici pour débattre avec vous parce qu'on n'a pas de représentants. Donc je vais pouvoir parler qu'en mon nom. Vous parlez en votre nom propre et c'est pour ça qu'on vous a invité effectivement. Ce que je vais pouvoir dire c'est ce que moi j'aurais aimé voir dans cette loi travail et ce dont je suis allée débattre dans la rue avec d'autres citoyens qui eux aussi auraient aimé voir d'autres sujets abordés par rapport à une réforme du travail. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de méthode alors ou que c'est la loi, le fond de la loi qui n'est pas bon pour vous ? Le fond du problème, c'est qu'on n'a pas du tout la même idée du travail à partir du moment où on est salarié ou à partir du moment où on est patron. Et moi, je crois qu'en fait, il y a des sujets
qu'on devrait mettre sur la table, qui sont des sujets que nous, on aimerait pouvoir imposer. Je pense à la fin des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Je pense à la diminution des écarts de salaire entre les plus petits et les plus hauts salaires dans une même entreprise. Je pense à la diminution du temps de travail. Et même pour aller plus loin, alors je peux dire plein de choses, pourquoi pas réfléchir à la reconnaissance d'un salaire à vie, réussir à séparer le travail du salaire, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, où il y a seulement 400 000 offres non pourvues, et systématiquement, on veut faire des économies sur les chômeurs et en plus précariser le travail. Donc nous, on pense qu'il y a des énormes sujets à débattre sur le travail, sur le salariat, donc sur le principe même de salariat, et tout ça est discuté à nuit debout. C'est pour ça, moi, au départ, que je suis restée après la manifestation pour pouvoir discuter de tout ça. Et il y a d'autres sujets qui sont abordés à nuit debout, mais ce sujet-là... plus vaste que la loi travail, c'est la façon dont on aborde le travail. Est-ce que ça fait écho avec vos luttes, Sylvain Roch, à la CGT ? Il y a des points avec lesquels... c'est des revendications de la CGT, pour le coup. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit... ce que vous avez présenté, c'est-à-dire flexibilité. Non, avant que, en fait, il faut réformer le code du travail. On a une sorte en ce moment, qui ferait croire que les réformes, et ceux qui sont contre ces pseudo-réformes seraient comment ils appellent ça, des conservateurs. Je rappelle que la CGT est pour une réforme du code du travail. La différence peut-être et même la différence certaine, c'est que nous, on est pour une réforme qui va dans le sens des salariés et pas dans le sens de toujours servir les mêmes. Ça a été résumé souvent en disant que cette loi, finalement, c'est une loi pour faciliter le licenciement. C'est comme ça que vous la voyez à la CGT ? C'est comme ça qu'elle est perçue chez vos militants ? Elle vient à la succession d'un tas de lois qui ont facilité ou empêché les salariés de demander des comptes et donc faciliter les licenciements. Ça vient avec la loi Rebsamen, ça vient avec l'ANI, ça vient avec tout ça. Le problème de cette loi qui cristallise, on ne va pas rentrer dans les détails de la loi, mais si on prend ne serait-ce que le premier sujet sur les indemnités prud'homales, qui ne sont pas enlevées de la problématique, parce que ça reste dans la loi Macron, et elle pourrait très bien s'appliquer. Mais ça veut dire que vous ne voulez rien faire bouger du Code du travail. Pour vous, on le laisse en l'état. Il faut déjà garantir l'application du Code du travail tel qu'il est. Moi, je suis dans une union locale, j'ai l'occasion de recevoir des salariés qui viennent à l'union locale chercher des informations. Je reçois des salariés au bout du rouleau, voilà, j'en ai même eu un qui s'est suicidé. Ça, c'est de la réalité concrète, qui s'est suicidé à cause des conditions de travail, parce que le Code du travail n'est pas appliqué, parce que malheureusement, les salariés ne connaissent pas leurs droits et qu'ils sont dans des situations inextricables. Cette loi travail, ça revient à dire, parce qu'il y a des accidents de voiture, il y a des mauvais conducteurs, et en l'occurrence, là, ce serait des mauvais patrons, et on enlève le code de la route. Non, nous, on n'est pas d'accord. Donc, le code du travail... vous souhaitez le retrait de ce projet de loi. C'est la même chose pour vous à Nuit debout. Étienne Lejeune, vous nous disiez que vous n'étiez pas forcément d'accord, en tout cas qu'il fallait des aménagements. Et puis Guillaume Guérin, vous nous dites que finalement la seconde version ne vous veut pas non plus. Qui veut aujourd'hui encore de cette loi travail ? Étienne Lejeune, je me tourne vers vous, à part le gouvernement. C'est pour ça que je dis qu'il y a urgence aujourd'hui à ouvrir une grande discussion sur l'évolution du marché du travail, sur la place du salarié dans l'entreprise, et justement, à partir de ça, on arrivera peut-être à tracer des perspectives ensemble. Moi, j'ai toujours été élevé dans le dialogue politique, et donc il faut discuter avec les syndicats représentatifs, avec les citoyens et les citoyennes, et élaborer éventuellement... Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on arrête tout, on stoppe, on suspend ce projet de loi, on discute pour faire quelque chose d'autre ? Moi, c'est ce que j'ai demandé, oui. Qu'on ne démarre pas le débat à l'Assemblée et qu'on se mette tous autour de la table pour discuter avec les syndicats et avec les syndicats représentatifs des salariés et des patrons. On imagine, Guillaume Guérin, que vos représentants à l'Assemblée ne vont pas voter cette loi, du coup. Écoutez, ils l'ont clairement affiché, ils l'ont clairement dit, ils ne voteront pas la loi El Khomri en l'état. Mais encore une fois, il n'y a absolument rien de surprenant au fait qu'on ne vote plus cette loi. Quand vous voyez qu'il y a des dissensions au sein même du Parti socialiste, mon voisin de droite est le représentant d'une fédération PS dans un département français. Il va à l'encontre de son gouvernement. Ça s'est rarement vu à droite lorsqu'on était au pouvoir. On se rend bien compte qu'il y a, et les partenaires sociaux et le mouvement... Je coupe un instant, Étienne Lejeune, vous pouvez répondre à Guillaume Guérin ? Vous soutenez ou non le gouvernement ? Mais bien sûr que je soutiens le gouvernement, mais soutenir le gouvernement, ça ne veut pas dire oui à tout.
Moi, il y a des moments où je suis capable de prendre du recul et d'avoir ma propre opinion et l'opinion des militants socialistes que je représente. On a toujours une tradition très démocratique au sein du Parti socialiste. C'est pas forcément le cas à droite où il y a la culture du chef et où quand il parle, tout le monde met le doigt sous la couture du pantalon et on avance. Nous, c'est pas notre politique. Peut-être que ça serait intéressant aussi d'avoir ce débat, la place du Parti socialiste dans la Ve République. C'est vrai que quand on est de gauche, on se sent pas très bien dans la Ve République. C'est pas forcément notre truc. Et moi, j'appelle à ce que ça soit aussi débattu, ça. Alors je me tourne vers vous, Georges, qui représentez vous-même, mais qui nous venez de Nuit debout. Qu'est-ce que vous demandez sur ce texte en particulier? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir amendé, transformé? Mais je crois que je l'ai dit, en fait. Je crois que ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir un réel débat citoyen. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et c'est tous les jours. Et c'est ouvert à tous. Et c'est de pouvoir débattre, en fait, de qu'est-ce que le salariat aujourd'hui dans notre pays. Et est-ce que c'est vraiment intéressant, le salariat? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre monde possible? En fait, aujourd'hui, on a l'impression, et c'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé ici en arrivant à 10, on dit, voilà, il y a 4 places. Il y a 4 places dans ce monde aujourd'hui. Voilà, il y en a 4. Nous, on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus des places pour s'exprimer. Donc, ces places pour s'exprimer, on les prend dehors. Là, mes compagnons sont dehors. Sur la place de la République à Limoges, puisque vous êtes arrivés à Limoges tous les soirs à 18h, mais ils sont là aussi sur la place aujourd'hui devant FR3 et dans l'obligation de rentrer dans ce cadre de société où il y a 4 personnes qui ont la parole. Ils sont en train de regarder cette émission dans un studio juste à côté. Vous voyez que techniquement aussi, pour offrir un peu de temps de parole à tout le monde, c'est très compliqué. Mais le monde est fait pour 4 personnes. Chacun ici a son opinion, donc on vous écoute sur votre opinion. Voilà ce qui se débat. Le monde est fait pour 4 personnes. Le monde est fait pour un système de représentants. C'est aussi remis en question. C'est la démocratie représentative. Du débat, justement, la place de la démocratie et du citoyen dans la démocratie représentative, elle est aujourd'hui remise en question. Aujourd'hui en question. Voilà. Ce que je vous propose justement, c'est de regarder Nuit debout à Limoges. Les équipes de France 3 y étaient pendant la première nuit, c'était au début de ce mois-ci. Un reportage qui est signé de Noël Vaille. Place de la République, ils sont plus d'une centaine pour la première Nuit debout à Limoges. La soirée commence par un temps de parole spontané. La loi El Khomri, qui est à l'origine du mouvement citoyen, s'invite dans la conversation. Je suis en première, dans quelques années j'y serai. Et si cette loi elle passe, ben, je fais quoi moi ? Très vite, le débat public s'élargit. Politique, environnement, éducation nationale, malbouffe, des ateliers thématiques sont mis en place pour faciliter les échanges de paroles. Je trouve que c'est très intéressant finalement un concept finalement, qui se calque un petit peu sur les indignés espagnols de Podemos, qui ont donné ensuite le mouvement Podemos. Et c'est quelque chose finalement qui peut contribuer à faire augmenter finalement un mouvement de masse autre finalement que les manifestations classiques. Dans la nuit déjà bien avancée, les dialogues se poursuivent dans une ambiance studieuse et l'impression de se réapproprier la politique gagne les participants. Depuis plus de 30 ans, j'ai jamais connu de politique qui nous ressemblait, qui faisait ce qu'on voulait faire. Et donc voilà, je suis venue là et je me suis dit que c'était le bon moment, c'était maintenant. Et je crois beaucoup en ce mouvement et j'espère vraiment qu'il va changer les choses. J'ai eu envie d'être là, je vois ce qui se passe et je suis... Mais j'en pleurerais, quoi. C'est magnifique, c'est putain de magnifique, quoi. Les gens se lèvent, ils sont debout. Alors maintenant, vous êtes debout, les gars, vous êtes debout. Maintenant, on va marcher, quoi. Au total, entre 200 et 300 personnes ont participé à cette première Nuit debout limougeaude, place de la République. De retour sur ce plateau, nous accueillons donc un nouveau participant à Nuit debout à Limoges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On vous appellera Georges également pour le coup. Alors on vient de le voir dans ce reportage de Noël Vaille et de Karl Constable. Les gens veulent faire de la politique autrement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les politiques sont en panne d'idées, les partis ? Tout d'abord, je précise que je ne me présente que moi-même, au même titre que ma collègue. On l'a entendu comme votre collègue. Vous participez à Nuit debout et vous venez en tant qu'individu aujourd'hui nous expliquer. Tout à fait. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une crise de la représentativité en politique, c'est-à-dire qu'ensemble, de la manière dont on réfléchit à Nuit debout, c'est-à-dire de manière horizontale, collective, avec un système particulier de prise de parole, on arrive à développer une intelligence collective et on arrive à... Il y a beaucoup d'idées qui existent, chacun pense, mais sauf que chacun pense dans son coin. Et la Nuit debout permet de rassembler toutes ces idées et de tous bords, de toute origine sociale. Voilà, donc on va à la découverte de son prochain. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un vivier d'idées incroyable. On apprend beaucoup de choses en écoutant les autres.
Et je pense qu'effectivement, la politique actuelle, pour moi, enfin, à mon avis personnel, est à court d'idées et surtout se cantonne à un système qui commence à montrer ses limites. Alors on donnera la parole aux politiques d'abord, mais je me tourne d'abord vers vous, Sylvain Roch. Les syndicats aussi sont remis en cause finalement par ce mouvement. Vous êtes l'opposition traditionnelle aux forces politiques, mais là on voit que ça vous dépasse. Ça nous dépasse. D'abord, pour tout vous dire, il y a de nombreux militants syndicaux qui participent à ces nuits debout. Moi-même, individuellement, j'y participe à Tulle. Donc, je me sens pas ostracisé ou mis à l'écart. Et c'est plus intéressant que vos débats à l'intérieur de la CGT. C'est différent. On retrouve des sujets de convergence. Alors, on n'a pas forcément tous la même analyse, et ça a été dit par Georges. Il y a tout un tas d'idées différentes, mais moi, on a eu des débats intéressants sur la question du travail salarié, comme Georges d'avant en a parlé. Donc, c'est en effet tout un tas d'idées intéressantes et ça remet en cause les institutions en général. Donc, la CGT essaye toujours de garder un écart avec les institutions. C'est depuis sa création, ça a toujours été comme ça. Donc vous voyez plutôt ça d'un bon œil en fait. Pour l'instant, en tout cas, vous avez une certaine bienveillance envers ce mouvement. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous, Étienne Lejeune? Ça remet quand même en cause le parti politique. Et puis là, singulièrement, le PS. Je crois que ce mouvement est très révélateur de ce qui se passe aujourd'hui en France. De l'insatisfaction du citoyen qui se sent perdu, mais aussi de l'envie d'espérer. Et ça, moi, je ne peux pas l'enlever. Et je considère que c'est toujours positif quand des gens viennent réfléchir et veulent proposer des choses. Donc moi, je ne critiquerai pas Nuit debout sur ce terrain-là. Vous avez été les voir sur place? Vous avez été les écouter? Alors non, puisque moi je suis creusois et que pour l'instant, pas de Nuit debout en Creuse. Le mouvement n'a pas arrivé jusqu'à vous. Guillaume Guérin, quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Nicolas Sarkozy a dit récemment que les personnes qui se réunissaient étaient des décervelés, je cite. Émile Roger-Lamberty a aussi expliqué qu'il y avait plus d'alcool que de propos échangés. C'est de la caricature. Alors déjà, il y a un point sur lequel on va être d'accord, c'est qu'il y a une crise réelle en Occident et particulièrement en France du système représentatif, ça c'est certain. Qu'il y ait une volonté, notamment de la jeunesse, de se réapproprier le débat dans la crise qu'elle traverse particulièrement, je ne peux qu'y souscrire. Donc ça veut dire que vous voyez du positif dans cette nuit debout? Non, attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis simplement qu'il y a une crise dans cette société. Que la jeunesse se pose des questions, c'est plutôt sain et c'est plutôt une bonne chose à mon sens. Vous savez, Beko chantait une très belle chanson, « Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence ». Bien, pour une fois qu'on a une jeunesse qui se pose des questions sur son avenir, parce qu'on en a quand même beaucoup qui, pendant un certain nombre d'années, pour ne pas dire quelques décennies, alors vous m'avez arrêté, moi je comprends une nouvelle fois que finalement que vous trouvez ça positif, que enfin les gens qui se détournent traditionnellement de la politique... C'est certain, il y a une faiblesse dans le système représentatif aujourd'hui et qu'il y ait des interrogations, c'est normal. Maintenant, ce système représentatif, aujourd'hui, j'allais dire, c'est le moins pire que l'on a pu trouver sous la Ve République, sous la IVe République, on va dire depuis la Révolution française. Donc ce système représentatif, il existe. Qu'il y ait une défiance à l'égard des élections, on le voit de plus en plus, le taux d'abstention augmente, et les partis extrêmes gagnent en suffrage. Donc il y a une crise, c'est certain. Mais ce système est, encore une fois, le moins pire de tous ceux qu'on a pu essayer jusqu'à présent. Donc il faut faire avec. Comme nous devons faire avec... Ça veut dire que Nuit debout n'est pas une réponse, selon vous? Non, pour moi, Nuit debout n'est pas une réponse aussi à la crise actuelle. Que ces gens-là se posent des questions, après tout, pourquoi pas, mais en respectant un minimum l'état de droit. Lorsque l'on voit ce qu'il se passe sur certaines places de la République, parce que c'est souvent sur les places de la République que ce mouvement se réunit, et les dégradations et les mouvances qu'il y a en marge de ces manifestations, c'est tout simplement intolérable aujourd'hui, en 2016, sur le territoire national français. Georges, qu'est-ce que vous répondez à Guillaume Guérin? Je trouve que c'est assez diffamatoire de parler de la nuit debout en ces termes-là, hyper réducteur, surtout que... Voilà, Si vous avez écouté ce que je vous ai dit, je n'ai pas dit la nuit debout, j'ai dit les mouvements qu'il y a en marge de vos organisations. Est-ce que reprenez ce que j'ai dit. Pour être plus clair, est-ce que vous condamnez vous aussi les violences qui peuvent... Ah oui, que ce soit les violences policières, les dégradations, etc. On est contre la violence en général parce que la violence appelle la violence et on veut échapper à cette spirale infinie. Donc nous, on a décidé de mener des actions uniquement non violentes. Ça, c'est le choix de la nuit debout de Limoges et je pense le choix de la majorité des nuits debout en France. Après, on ne peut pas empêcher certaines personnes d'agir en leur nom aussi. Et c'est ça le... Nous, ça ne représente pas du tout la nuit debout, la casse, pas du tout. La nuit debout, c'est un échange d'idées. Et vous disiez que c'est la jeunesse qui se pose des questions, mais pas que. Parce qu'il y a vraiment tout âge, des gens de tous horizons qui viennent à la nuit debout. Des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des retraités, des syndiqués. C'est vraiment un lieu de convergence des luttes où tout le monde est accepté. Voilà, c'est un lieu de rassemblement d'idées. Oui. Tout le monde se retrouve à Nuit debout. Est-ce que c'est pas quand même la gauche, et une partie de la gauche en particulier, surtout essentiellement Nuit debout aujourd'hui? À vrai dire, on n'en sait rien parce qu'on ne demande pas l'appartenance politique de chacun quand il vient à la Nuit debout. On vient surtout échanger les idées. On ne vient pas en représentant
une mouvance, enfin voilà, on est surtout des citoyens qui s'expriment, voilà, on peut se déclarer apolitique, de gauche, ou je sais pas, enfin peu importe. On devrait dire que là n'est pas le sujet, l'important c'est le contenu des idées. Étienne Lejeune, est-ce que vous voyez Nuit debout comme une gauche qui serait anti-gouvernementale finalement et qui ferait scission ? Non, alors moi je vois ça comme un groupe de citoyens. Alors après, attention à ne pas tomber dans la caricature d'un côté comme de l'autre. Moi quand j'entends les propos de Nicolas Sarkozy ou de M. Lamberty sur Limoges, je me dis que là vraiment, oui, là c'est révélateur de la crise politique aujourd'hui. On disait que tout ce qui était excessif était insignifiant. Je crois que cette maxime leur convient bien. On ne peut pas réduire d'un côté à une bande de joyeux fanfarons ou à une bande de casseurs un mouvement comme ça. Alors attention, je crois qu'il faut faire une distinction très claire entre la démarche qui a été initiée il y a quelques semaines et qui est intéressante puisque finalement se réapproprier l'espace public pour parler politique dans l'absolu, c'est très intéressant. Et ce qui peut devenir maintenant, on le voit notamment sur Paris, et là il faut faire très attention puisque on voit l'infiltration par des groupes d'ultra-gauche qui sont extrêmement destructeurs, et là j'en appelle au ministre de l'Intérieur pour faire attention à faire en sorte que ces groupuscules très organisés soient identifiés et soient dissous. Voilà. Mais après, il ne faut pas enlever l'aspect, la genèse de ce mouvement, qui est une réflexion autour de la place du citoyen dans la politique aujourd'hui. Et ça fait partie des débats qu'il faut qu'on ait aujourd'hui en France. On le voit bien, ça a été dit, il y a une vraie crise des partis politiques et des syndicaux traditionnels. On n'a qu'à regarder nos chiffres d'adhérents. Pour voir qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué. La CGT, on augmente. Si les partis politiques avaient autant d'adhérents que la CGT, ça se saurait. Alors, justement, vous prenez la parole, ça tombe bien. De syndicalisation en France, parce que ça laisserait songeur, je pense. Sylvain Roch, j'ai une question pour vous. On vient de parler de la parole qui est libérée, de la parole horizontale à Nuit debout. Est-ce que vous espérez que ces gens qui participent à Nuit debout seront avec vous dans les cortèges demain ? Mais ils étaient déjà à Tulle. Il y avait des gens de Nuit debout qui étaient... Mais demain pour le 1er mai, pour le traditionnel défilé. Moi, je ne lis pas dans l'ordre de café, donc oui, puis je pense qu'il y en aura. Et on parlait de crise de la politique, la crise, c'est la crise d'un système global, c'est pas simplement la crise d'un système politique, c'est la crise d'un système économique en place qui s'appelle le capitalisme et qui est en train de broyer la majorité des hommes et des femmes de cette planète, pas seulement en France. C'est ce système-là qui est en crise et qui emmène tout ça. J'ai écouté en venant à la radio un sondage qui disait que 70% des Français, je crois, considèrent que la lutte de classe, que ce phénomène Nuit debout et la loi les phénomènes contre la loi El Khomri, c'était symptomatique de la lutte de classe, c'était un retour de la lutte de classe. C'est un fait. Et je suis entièrement d'accord. Je vais vous citer une phrase, par exemple. La guerre de classe existe et c'est ma classe, la classe, je vous dirai après qui c'est. Oui, c'est un milliardaire connu américain. Voilà. C'est pas M. Martinez qui l'a dit. C'est Warren Buffett, un milliardaire. Donc, Georges, ça vous fait sourire. Je vous pose la question directement. Est-ce que vous serez dans les cortèges demain du 1er mai ? Moi, je pense à mon titre personnel, j'y serai, parce que je pense que c'est important de lutter en commun et d'œuvrer en commun pour destituer ce système. Ouais. Alors vous y serez. Est-ce que ça a été discuté dans vos assemblées générales de Nuit debout ? Est-ce qu'il y a une majorité qui souhaite se solidariser ? Vous parlez justement de convergence des luttes, parce qu'il faut penser aussi ce qu'il va y avoir après. Pour l'instant, vous discutez, mais qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Pour nous, l'après se construit au jour le jour. Donc on n'a pas d'échéancier politique et on ne veut surtout pas rentrer dans un échéancier politique à date fixe, parce qu'on se donne le temps de réfléchir, parce que collecter la parole, ça prend du temps. Développer une intelligence collective, ça prend du temps. Mais donc du coup, pour moi, c'est un mouvement qui se construit au jour le jour. Et voilà, donc pour répondre à la question sur des manifs du 1er mai, on viendra à titre personnel. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui viendront parce que c'est de toute façon un défilé traditionnel et où beaucoup de gens prenaient déjà part avant la Nuit debout. Donc je pense qu'il y en aura, mais voilà. Qui seront là demain pour le 1er mai. Un dimanche, le 1er mai. Guillaume Guérin, cette parole horizontale qui fait écho aux réseaux sociaux d'aujourd'hui où chacun a voix au chapitre, il peut y avoir des idées intéressantes qui sont amenées. Comment on les transforme en idées politiques, en idées de parti, comment on les porte ? 2 minutes sur ce qui vient d'être dit quand même, parce qu'on parle de destitution du système, on parle de lutte des classes, on parle de renversement de modèles. Moi, je connais que 2 modèles. Je connais que 2 modèles, le capitalisme et le marxisme. Donc ce qu'on est en train de vous expliquer là, c'est qu'on veut réinstituer un système marxiste. On a vu ce que ça a donné dans l'histoire. Ça n'a pas eu que des heures glorieuses, loin de là. Et donc c'est très clair, ces gens-là aujourd'hui prônent, le monsieur vient de le dire, la destitution du système. Ce sont ces mots.
Écoutez, vous voyez bien, vous-même... Moi, je préfère un système bancal, tel que le système démocratique occidental le système a des aujourd'hui. problèmes, puisque mais bien sûr, c'est vous qui l'évoquez d'ailleurs. Il y a énormément d'abstentions, 75% dans la dernière législative, c'était en Loire-Atlantique, c'est énorme. Oui, c'est une partielle. C'est une partielle. Mais bien évidemment que le système démocratique occidental est fatigué, est à bout de souffle. Bien évidemment qu'il y a une crise au sein des partis. Non, je repose ma question autrement. Pour la parole différente, comment on fait pour intégrer aujourd'hui dans les partis politiques une parole différente, une parole qui ne se reconnaît plus dans les partis traditionnels? Poser à mon voisin de droite et pas tant à moi. On lui posera ensuite. Parce que pour notre part, vous vous rendez bien compte que la droite et le centre, on est relativement à des années-lumière de ce qui vient d'être exposé sur ce plateau. Donc nous, on a nos crises internes, qui sont déjà assez lourdes à gérer comme ça, sans aller gérer les crises de la gauche ou de la gauche elle-même. Aujourd'hui, le Parti socialiste est au pouvoir depuis 2012. Il y a eu une coalition sacrée pour battre Nicolas Sarkozy, beaucoup plus que pour faire élire François Hollande d'ailleurs. Et aujourd'hui, on voit bien que cette coalition de gauche est extrêmement fragile et qu'à la moindre chose qui fait point de crispation, eh bien on est à deux doigts de l'implosion sociale. Et je pense que le Parti socialiste se pose beaucoup de questions et s'interroge beaucoup pour son avenir, mais aussi sur l'avenir au sens large de la gauche. Je crois qu'elle traverse une crise sans précédent. On va poser la question à Étienne Lejeune. Étienne Lejeune, vous vous interrogez aussi sur cette façon de prendre en compte une autre façon de faire de la politique, une autre façon d'apporter des idées. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Le Parti socialiste aujourd'hui s'interroge, et le Parti socialiste s'interroge toujours. Parce que c'est dans notre famille politique, nous, de nous interroger, de nous remettre en cause, de remettre en cause aussi les institutions. Alors pas de les remettre en cause de manière violente, pas de les renverser, mais de le réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se mettre autour de la table et dire, est-ce que la Ve République n'a pas fait son temps? Et est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir ensemble à une 6e République? Je voudrais juste répondre à Étienne Lejeune que le Parti socialiste s'interroge en étant au pouvoir. Il faut arrêter de s'interroger quand on est dans les affaires, il faut faire. Parce que c'est bien de s'interroger pour gagner le pouvoir, c'est bien de s'interroger pour aller à l'action. Mais là, ça fait bientôt 4 ans que vous êtes aux manettes et vous êtes encore en train de vous interroger sur votre avenir. Gérer le pays, essayer de faire en sorte de le sortir de l'ordinaire. Je vais passer la parole en face pour savoir cette idée de fin d'une 5e République. Est-ce que ça vous évoque quelque chose très vite, en quelques mots, Georges? Tout à fait. Je pense que c'est une nécessité, et je pense qu'il n'y a pas que deux systèmes, ni le capitalisme ni le marxisme, parce que c'est vraiment ultra réducteur. Il y a des systèmes qui existent, qui avaient commencé à être mis en place via le CNR à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait aller plus loin, et encore sur les bases de systèmes proposés, et on les a juste détruits depuis, et voilà. Sylvain Roch, s'il vous plaît, aussi, sur la fin de la 5e République. Non, sur le capitalisme, je veux dire, le capitalisme n'a pas toujours existé. Si? Un petit moment qu'il existe. Depuis à peu près, on va dire, 1492, et c'est à peu près la date. 5e République, non. Mais les institutions qui ont été créées après, d'ailleurs, en quelques mots, mais M. Guérin parlait de 1789, ont été créées sur la base d'un système économique. C'est l'économique qui l'emporte sur le politique. Tout le monde s'en rend compte. Interroger les salariés, interroger les abstentionnistes, ils ont ce sentiment qu'aujourd'hui, l'économique l'emporte sur le politique. Ça sera le mot de la fin. Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous les 5 pour le coup d'être venus débattre sur ce plateau. La semaine prochaine, La Voix est libre sera commune aux 3 antennes de France 3 sur notre grande région, et pour cause, puisqu'il sera question du nom de la future grande région ALPC. À bientôt. Merci d'être fidèle à France 3 Limousin. Cette semaine,